Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 octobre 2025 et nos chers amis, le colonel Larry Wilkerson et Larry C. Johnson, se joignent à nous aujourd'hui. Bon retour parmi nous. Nous sommes ici pour une courte offensive. Il y a tellement de couleurs que j'en suis ébloui. Attrapez vos lunettes de soleil. Ouais, quelqu'un n'est pas content aujourd'hui, Larry. Tu peux deviner qui c'est. Il n'a pas remporté le prix Nobel de la paix. Oh mon Dieu, il a arrêté, c'était quoi? 15 guerres? Non, 20. J'ai perdu le compte. Ma préférée, c'est quand il aurait soi-disant arrêté cette guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie. Incroyable. Et bien sûr, tu sais, il a été félicité pour avoir créé le pays d'Iberbaïdjan. D'accord, désolé. Oui, il a bien reçu une certaine compensation. Ils ont remis le prix à cette femme au Venezuela, qui est probablement l'une des figures d'opposition les plus redoutables, si l'on peut dire. Donc, ils lui ont accordé ce genre de, vous savez, reconnaissance. Et laissez-moi poser une question ici. Je vais commencer avec vous, Larry. Maria Corina Machado, comme on dit en espagnol, nous l'appelons Machado ici au Brésil. Qu'a-t-elle fait jusqu'à présent qui lui donne le droit de remporter ce prix? Et toute la situation, Larry, à mon avis, avec le Venezuela, est bien plus complexe. C'est bien plus, à mon avis, c'est lié à ce qui se passe entre les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est totalement connecté à cela. Vas-y, je te laisse la parole. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Je veux dire, c'est la première fois que j'entends son nom. Désolé. Ce n'est pas comme si elle avait de grandes réalisations à son actif ou qu'elle avait fait la une des journaux. Donc oui, je suis un peu perplexe. J'imagine qu'elle est connue dans certains cercles. Alors excusez mon ignorance. Voici ce qu'elle a dit, Carl, sur les médias israéliens. Maria Corina Machado, merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci, et nous resterons en contact. Je promets qu'un jour, nous aurons une relation étroite entre le Venezuela et Israël. Je crois, et je peux l'annoncer, que notre gouvernement déplacera notre ambassade à Jérusalem. Cela fera partie de notre soutien à l'État d'Israël. Wow, si Dieu le veut. Merci beaucoup, merci. Voilà. Elle vient de vous dire qui elle était. Nima, j'avais entendu un peu parler d'elle lorsque j'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi un président avait placé Juan Guaidó dans la tribune du Congrès et l'avait reconnu. J'essayais d'en savoir plus auprès de certains de mes amis colombiens que j'avais rencontrés à l'époque où nous mettions en œuvre les 750 millions de dollars du plan Colombie, à la fois dans le domaine militaire, et bien, ils ne sont plus dans les ministères maintenant. Mais je leur ai posé des questions, et il s'est avéré qu'ils n'en savaient pas beaucoup. Ce qu'ils savaient, c'est que Juan Guaidó avait le soutien d'environ 5% du peuple vénézuélien, contrairement à ce que nous disions. Et ils ne l'aimaient pas du tout parce qu'il y avait une certaine tension. Il y a toujours de la tension entre le Venezuela et la Colombie à cause des migrations dans les deux sens et d'autres problèmes le long de leurs frontières. Tout ce que j'ai pu découvrir à son sujet, c'est qu'elle avait encore moins de partisans. Mais avançons jusqu'à ce que Larry et moi ayons découvert à propos de Gary Berntsen et de cet Israélien qui lui est allié, transmettant des renseignements à la Maison-Blanche sur Maduro et sur Chino Agua. Je pense qu'on peut voir qu'il y a un lien. Elle l'a confirmé là, à l'écran. C'est au pire une agente israélienne, au mieux une passionnée d'Israël. Ouais, tu es en sourdine, en sourdine. Oui.
Comment vois-tu, Larry, la fin pacifique de Donald Trump? La première étape est déjà en cours et ils ont décidé de signer l'accord. Israël attaque, Israël bombardait Gaza juste après la signature de ce document. Et je pense qu'il est vraiment important de comprendre ce qui se passe avec l'administration Trump et quelle est la réalité pour les États-Unis aujourd'hui, compte tenu de la situation au Moyen-Orient. Ici, ce tableau montre comment les États-Unis ont dépensé leur aide à Israël et pour les opérations au Moyen-Orient contre l'Iran, le Yémen et la région au sens large. Cela représente environ 31 à 33 milliards de dollars et ils ont dépensé cette somme depuis le 7 octobre 2023. Je pense que les gens à Washington se demandent qu'avons-nous réellement accompli jusqu'à présent? Eh bien, pour citer Yogi Berra, c'est du déjà-vu encore une fois. Vous savez, les gens oublient apparemment qu'il y avait un cessez-le-feu qui a commencé le 15 juin, 5 jours avant que Trump n'entre en fonction. Il s'en est attribué le mérite, et cela a duré jusqu'à environ la première semaine de mars. Pendant cette période, nous avons eu un échange d'otages, un échange de prisonniers. Tout le monde célébrait. Maintenant, la différence cette fois-ci, c'est qu'il y a beaucoup plus de soutien international. Plusieurs pays arabes et musulmans parlent de leur volonté d'envoyer des troupes à Gaza. Mais au final, tout cela n'est qu'une mise en scène politique. Cela ne résout pas le problème fondamental du génocide sioniste contre les Palestiniens. Parce que, même s'ils retirent peut-être des troupes de Rafah, ils attaquent des colons en Cisjordanie pendant que nous sommes ici à en parler. Ils tuent des colons. Les colons tuent des Palestiniens et leur volent leurs biens en ce moment même. Ils font cela quotidiennement avec le soutien de l'armée israélienne. Alors oui, déboucher le champagne, oh, nous avons la paix de notre temps. La question à laquelle personne n'a donné de bonne réponse, c'est oh, nous allons désarmer le Hamas. Bonne chance avec ça. Oui, Israël essaie depuis 2 ans. Comment ça s'est-il passé? Ils n'y sont pas parvenus. Et certains disent, voyez comme Israël a montré qu'il avait triomphé du Hamas. Ils disposaient de tous les maudits avantages qu'une armée puisse avoir dans une situation de combat. Ils avaient l'ennemi, appelons les Palestiniens l'ennemi, confiné dans un espace géographique précis. Ils contrôlaient les points d'entrée et d'accès, ils avaient des chars, des véhicules blindés, de l'artillerie, un contrôle total de l'espace aérien leur permettant de bombarder à volonté. Ils pouvaient également utiliser des hélicoptères à voilure tournante, car ils n'avaient pas trop à se soucier des missiles solaires. Ils combattaient un groupe qui, en gros, ne disposait que de fusils et de lance-roquettes, peut-être de quelques mitrailleuses lourdes, mais qui n'étaient ni bien armés, ni bien équipés, comparés aux Israéliens. Et les Israéliens ont totalement échoué à les vaincre. Souvenez-vous, ils se retirent simplement. Les Israéliens se retirent maintenant de la ville de Gaza. Et ils ont lancé cette offensive il y a 4 semaines en disant « Nous allons anéantir le Hamas ». Cela ne s'est pas produit. C'est donc une forme de théâtre politique. Et les intentions de l'administration Trump ne sont certainement pas alignées sur celles du peuple palestinien. Et je dirais pas nécessairement alignées non plus sur ce que les Égyptiens avaient envisagé. Je veux dire, regardez, les Palestiniens sont toujours mis à l'écart, et le reste du monde continue d'ignorer l'oppression sioniste du peuple palestinien. C'est là le problème. Cela n'a pas été résolu, et ce n'est pas prêt de disparaître. Nima, je voudrais simplement ajouter, je suis d'accord avec tout ce que Corey a dit, et j'ajouterais aussi que je ne pense pas que cela corresponde non plus au plan de Netanyahou. D'après ce que j'entends, comme Larry vient de le dire, les FDI se sont fait sérieusement malmener, surtout lors de cette dernière opération dans la zone de la ville de Gaza.
Il manque de beaucoup d'éléments essentiels que nous ne pouvons tout simplement pas leur fournir, et qu'ils ne trouvent pas ailleurs, ou seulement en quantité limitée. Il doit donc en réalité se regrouper un peu et se préparer à la guerre qu'il veut mener contre l'Iran. Et cela signifie qu'il a besoin de beaucoup plus du type de choses qu'il compte larguer sur l'Iran. Il a aussi besoin d'un répit. Donc cela ne correspond pas non plus au plan de Trump. Trump va se retrouver face à la violation de ce cessez-le-feu. Bibi n'a jamais respecté un cessez-le-feu bien longtemps, et il va devoir y faire face au moment où ils attaqueront l'Iran. Et que fera-t-il alors? Il n'aura pas le choix, compte tenu de ses déclarations précédentes et de son engagement envers Israël, que de s'engager à ses côtés. Et c'est exactement sur cela que compte Bibi Netanyahou. Tout cela deviendra caduc dès qu'il lancera cette attaque contre l'Iran. Larry, Netanyahou a appelé Poutine et lui a dit qu'il ne voulait pas attaquer l'Iran. Penses-tu qu'il est honnête au sujet de la politique d'Israël, ou essaie-t-il simplement de créer une sorte d'apaisement en Iran? L'administration Trump a fait quelque chose de similaire avant la première attaque israélienne contre l'Iran. Si ce rapport est vrai, c'est le signe que Netanyahou n'est pas complètement fou et qu'il garde peut-être encore un certain contact avec la réalité. Mais, vous savez, je fais partie d'un groupe de discussion où il y a plusieurs sionistes. Et l'un de ces types écrivait hier soir que l'Iran s'était effondré et que ce n'était pas l'œuvre d'Israël. Et j'ai dû lui répondre, « Tu ne sais même pas de quoi tu parles. » J'ai dit que c'était tout le contraire. L'Iran ne s'est pas effondré. L'Iran se reconstruit avec un soutien important de la Russie et de la Chine. Et au lieu d'une dissidence croissante en Iran, on observe une unité grandissante à la suite de ces attaques d'Israël et des États-Unis. Ce que je trouve intéressant, c'est que Poutine essaye de jouer un rôle constructif. Non pas qu'il jouerait un rôle destructeur, mais il essaye de s'impliquer ici pour voir s'il peut empêcher que la situation ne s'enflamme. Parce que je pense qu'il reconnaît que la dernière chose dont la Russie a besoin, c'est de se battre sur un autre front, ce qui arriverait certainement si Israël décidait de lancer des armes nucléaires contre l'Iran. Je veux dire, cela porterait tout cela à un tout autre niveau. Donc, je pense que les interventions de Poutine auprès de Bibi va y prêter une certaine attention. Il ne va pas simplement lui dire « Va te faire voir, laisse-moi tranquille ». Karl, Netanyahou, je n'arrive tout simplement pas à imaginer Netanyahou ne pas attaquer un pays du Moyen-Orient. Je veux dire, à ton avis, Israël peut-il même survivre sans attaquer d'autres pays, compte tenu de la situation actuelle dans laquelle il se trouve? Je parle essentiellement de Netanyahou et de son gouvernement. Netanyahou est retourné en Israël et a dit à Ben Gvir, Smotrich et à d'autres comme eux, « Ne vous inquiétez pas. » Tout cela était bien sûr en hébreu. « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas respecter cet accord. Quand nous serons en guerre avec l'Iran, tout sera complètement annulé. Les États-Unis seront avec nous et nous nous débarrasserons de notre dernier ennemi. Ensuite, nous pourrons faire ce que nous voulons avec ces fichus Palestiniens. » C'est ce qu'il leur a dit. Je peux presque vous dire que j'étais dans la pièce. Je ne l'étais pas, bien sûr. Mais c'est ce qu'il leur a dit pour que tout tienne encore un moment, jusqu'à ce que le véritable choc arrive. Maintenant, si Poutine a dit quelque chose à Netanyahou dont je n'ai pas entendu parler, et si Netanyahou l'a cru et que cela a servi de moyen de dissuasion pour l'empêcher d'agir ainsi, cela pourrait être un autre élément dans la balance, si l'on veut, qui le retiendrait de s'y engager pleinement. Mais je ne pense pas qu'il ait une autre façon de survivre.
On peut voir le chemin stratégique qu'il pense mener à sa survie, c'est-à-dire faire la guerre à l'Iran, perdre cette guerre, ou simplement, vous savez, faire semblant de la mener. Je ne pense pas qu'il aura besoin de faire semblant. Et le fait d'impliquer les États-Unis change tout. La dimension, comme Larry vient de le mentionner, qui m'effraie, c'est que cela pourrait rendre la situation si désespérée pour les deux pays à ce moment-là, que Netanyahou estime devoir utiliser une arme nucléaire, et que nous l'acceptions. Larry, les armes nucléaires sont, à mon avis, l'une des pires choses qui pourraient arriver au Moyen-Orient. Tout s'y est déjà produit, la guerre, les atrocités, le génocide. Et la catastrophe ultime serait une bombe nucléaire dans la région. Considères-tu cela comme une possibilité? Eh bien, une partie de tout cela repose sur une fausse hypothèse. Cette fausse hypothèse remonte à la fin de la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. La mythologie aux États-Unis veut que, parce que nous avons largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, c'est cela qui a mis fin à la guerre. Ainsi, il existe cette idée que si une arme de ce type est utilisée, elle peut mettre un terme définitif à une guerre. Or, c'est un mensonge assez complexe. Le largage de ces armes avait bien plus à voir avec l'effort de Truman pour intimider l'Union soviétique, pour lui faire savoir « Hey, nous restons les plus forts ». Donc lorsqu'on revient à l'usage réel d'un tel type d'arme, si elle était utilisée contre l'Iran, oui, elle pourrait détruire et tuer beaucoup de gens. Mais l'Iran ne disparaîtrait pas, car si l'on lançait une bombe assez puissante pour détruire tout l'Iran, on that strained. Et heureusement, personne ne possède une bombe d'une telle puissance. Mais cela signifie que si l'Iran franchit, ou si Israël franchit cette ligne et bombarde l'Iran avec une arme nucléaire, la Russie et la Chine s'impliqueront d'une manière qui pourrait entraîner une escalade incontrôlable. On ne peut pas exclure ce que des pays comme le Pakistan feraient, car, vous savez, le Pakistan n'est pas nécessairement un allié de l'Iran, mais il verrait cela comme si Israël peut les bombarder, qui d'autre pourrait-il bombarder? En fait, je pense que cela déclencherait des efforts internationaux qui pourraient finir par détruire Israël. Mais encore une fois, lorsque les gens se laissent emporter par les émotions de la guerre et du meurtre, la logique passe parfois à la trappe. Oui. Colonel, voici ce que nous avons. Les médias hébreux ont rapporté que l'appareil de sécurité israélien s'inquiète du fait que l'Iran se réarme discrètement, mais rapidement, et qu'il pourrait agir le premier en menant une frappe préventive contre Israël s'il estime qu'un nouveau conflit militaire est inévitable. Pensez-vous qu'il s'agit d'une évaluation exacte de la part des Israéliens? Qui dit ça maintenant? C'est les médias hébreux. D'accord, laissez-moi simplement rebondir sur ce que Larry a dit. Encore une fois, je suis d'accord avec lui. Nous avons ici une situation où nous pourrions assister à une utilisation tactique, et cela m'inquiète profondément. Peut-être même plus qu'un scénario plus sombre, bien que celui-ci puisse mener à quelque chose d'encore pire. Nous pourrions avoir un cas où les États-Unis semblent approuver, et où Israël mettrait effectivement en œuvre l'emploi d'une ou deux armes nucléaires tactiques, notamment depuis un sous-marin. Le résultat choquerait sans aucun doute le monde, mais cela pourrait fonctionner dans la logique de ce qu'Israël cherche à accomplir et de ce que les États-Unis soutiennent. Et personne d'autre ne veut intervenir pour renforcer cela d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons lancé quelque chose, je pense, qui nous mènera sur la voie d'une catastrophe totale, car nous essaierons de reproduire cela ailleurs, et d'autres pays feront de même, voyant qu'il n'y a pas de véritable opprobre associé à cet acte,
tant qu'il s'agit d'une bombe plus petite et qu'elle reste confinée à une zone particulière. Regardez les médias aujourd'hui. Ils laissent tomber ce genre de sujet presque instantanément dès qu'ils perdent leur valeur de sensationnalisme ou autre. Et ainsi, nous risquons réellement de créer une situation qui nous conduit inexorablement vers un endroit bien plus dangereux. Pensez un instant à l'automaticité des plans de mobilisation de la Russie, de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne dans les années et les mois qui ont précédé le déclenchement effectif de la Première Guerre mondiale, et à la manière dont cette automaticité a conduit, vous savez, à une guerre que personne n'avait vraiment envisagée, une guerre qui a causé des pertes humaines inégalées jusqu'alors. C'est le même type de mécanisme à l'œuvre, je crois. Et j'entends beaucoup trop de discussions dans nos propres cercles sur l'utilité supposée de l'emploi d'armes nucléaires à faible rendement, voire sur l'idée de les utiliser contre des pays qui ne possèdent pas d'armes nucléaires. C'est dangereux, extrêmement dangereux. Nous nous apprêtons à emprunter une voie que Netanyahou aura tracée pour nous, et c'est à mon sens une voie extrêmement périlleuse. Larry, vois-tu la possibilité que l'Iran mène une attaque préventive contre Israël? Larry, ton micro est coupé. Larry, you're muted. Désolé pour ça. Non, je ne vois pas l'Iran faire cela du tout. Premièrement, cela va à l'encontre des principes de leur foi islamique. Ce n'est pas dans leur nature. Oui, ils n'ont pas l'habitude de lancer des frappes préventives contre qui que ce soit. Ça, c'est Israël. En plus, je pense que si l'Iran devait faire ça, la seule façon dont il pourrait le faire serait avec la pleine autorisation de la Chine et de la Russie. Parce que s'il le faisait sans le soutien de la Chine et de la Russie, il s'aliénerait ces deux nations qui ont vraiment pris la défense de l'Iran. Donc oui, quiconque avance cet argument essaie simplement de trouver une nouvelle excuse pour lancer une attaque contre l'Iran. Exactement. Nous devons les attaquer parce qu'ils vont nous attaquer. Ça ressemble à de la propagande israélienne. Oui. Larry, as-tu vu ce tweet de Laura Loomer, l'une des influenceuses pro-israéliennes sur X? Elle relie l'affaire de Charlie Kirk à la Chine. Il est dit que la Chine est derrière certains groupes liés à l'enquête du FBI. N'est-ce pas étrange, Larry, l'affaire de Charlie Kirk? Avec le temps, on dirait qu'il y a tellement de choses. Pourquoi ont-ils besoin d'impliquer la Chine dans l'affaire de Charlie Kirk? Parce qu'Israël, eh bien vous savez, les sionistes ont des ennuis. Candace Owens a publié ce qu'elle a qualifié de preuves irréfutables, et cela a été confirmé par le porte-parole de Turning Point USA, que 2 jours avant d'être assassiné, tué, Charlie Kirk avait déclaré « Nous en avons fini avec le soutien à Israël ». Le mouvement Turning Point USA, les jeunes qui le rejoignent, en ont assez de cette prosternation continue devant le trône des sionistes. Et la veille de sa mort, il y a eu, nous ne connaissons pas la teneur exacte, mais c'était entre un journaliste sioniste nommé Josh Hammer et un rabbin qui était en quelque sorte le contact du Mossad pour Charlie Kirk. Alors, ces deux types prétendent « Oh, Charlie cherchait simplement nos conseils sur la manière de débattre, quels arguments soulever avec les étudiants pour défendre les sionistes. » C'est du grand n'importe quoi, d'accord? Parce que Charlie Kirk était tout à fait capable, à lui seul, de défendre certains points de vue. Ce qui est vraiment troublant, c'est que ce soir-là, vers 9 ou 10 heures, Josh Hammer a republié un tweet que Donald Trump avait publié plusieurs années auparavant, parlant de la nécessité d'une exécution publique. Et tiens donc, par pure coïncidence, le lendemain, Charlie Kirk est exécuté publiquement. Donc, cet effort de Loomer,
Les sionistes sont hors de contrôle. Vous savez, ils ont dépassé les bornes. Je pense qu'un nombre croissant d'Américains en ont assez de ce petit pays désagréable qui dicte notre politique. Mais ce n'est pas, tu sais, il y a des chrétiens évangéliques, qui montent dans le train du sionisme aux côtés des juifs qui se disent sionistes. Et tu sais, comme l'ont souligné des gens comme Jeffrey Sachs, Max Blumenthal et Aaron Maté, ils en ont assez que leur judaïté soit confondue avec le sionisme. Ils veulent rien avoir à faire avec ça. Donc non, le fait qu'ils interviennent et que quelqu'un comme Loomer essaye d'y mêler la Chine, eh bien, si c'était pas aussi horrible, oui, ce serait risible. Mais tu sais, écoute, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de drôle à tuer quelqu'un. Personnellement, qu'est-ce que je crois? Je crois que les sionistes étaient jusqu'au cou impliqués dans l'élimination de Charlie. Personnellement, oui, c'est ce que je crois. Colonel, yesterday I talked with Colonel, hier j'ai parlé avec Richard Wolff, et ce qu'il a soulevé, je pense, est vraiment important à prendre en compte. Il a dit qu'il existe une sorte de division au sein de la communauté juive, entre les juifs et les sionistes. Les sionistes ne représentent qu'une fraction de la communauté juive. Ils ne sont pas si nombreux. Mais leur voix a été dominante. Ils constatent que la tendance est en train de changer, que la situation évolue. Ces sionistes ne sont plus aussi puissants qu'avant, car l'opinion publique en Occident change, et l'AIPAC ainsi que ces groupes sionistes ne peuvent pas y faire grand-chose. En regardant ce qui s'est passé en Allemagne, selon un sondage, 3 électeurs sur 5 là-bas estiment que ce qui se passe à Gaza est un génocide. Et en regardant les sondages aux États-Unis, voici ce que CNN a rapporté. La guerre a provoqué un changement historique dans l'opinion publique sur la manière dont les Américains perçoivent le conflit au Moyen-Orient. De quoi parle-t-on ici? Avec qui les électeurs sympathisent-ils le plus? Les Israéliens ou les Palestiniens? En octobre 2023, c'était les Israéliens, avec un écart de 48 points. Regardez ce changement. Désormais, on parle des Palestiniens avec un point d'avance. J'ai examiné tous les sondages que j'ai pu trouver depuis que cette question a été posée pour la première fois dans les années 1980. C'est la première fois que les Palestiniens ont une quelconque avance sur cette question particulière. Il est très clair que cette guerre a provoqué un changement historique, éloignant la position israélienne dans le conflit du Moyen-Orient et rapprochant celle des Palestiniens en ce qui concerne la sympathie des Américains et des électeurs. Cela a bien sûr été mené par les démocrates, car de quoi parlons-nous? Nous sommes passés de démocrates favorisant les Israéliens avec une avance de 26 points à favorisant les Palestiniens avec une avance de 46 points. C'est un changement, John, un calcul rapide dans ma tête de plus de 70 points de pourcentage. Globalement, c'est la première fois que davantage d'Américains sympathisent avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens. Un véritable tournant historique. Tu es en sourdine maintenant. Tu es en sourdine. Je ne vois pas comment Israël peut ignorer la réalité de ce qui se passe. Et tout le monde observe ce qui se déroule. Non, ils ne vont pas le faire. Et cela pourrait être, je fouille juste dans mon sac ici, ça pourrait être un moyen de dissuasion, au final un moyen de dissuasion efficace pour empêcher Netanyahou d'étendre la guerre et d'entrer en guerre avec l'Iran. Je n'en suis pas convaincu, car Netanyahou a montré qu'il n'était pas dissuadé par ce genre de choses. Permettez-moi d'abord de présenter mes excuses à vos auditeurs. Je me suis trompé sur le nom de famille de Candace. Je l'ai appelée Young. Je connaissais autrefois une fille qui s'appelait Candy Young. Et j'ai aussi dit Talking Points. Je crois que c'est Turning Points. Oui, je n'arrive même plus à suivre mon propre langage. Donc je présente mes excuses à vos auditeurs pour cela. Mais je pense que Candace a causé des dommages irréparables à Israël. Oui, elle l'a fait.
Et le cercle qui l'entoure, vous savez, de Megyn Kelly jusqu'à, eh bien, quiconque d'autre s'exprime, Marjorie Taylor Greene. Speaking out, Marjorie Taylor Greene and others. I watched Johnson try to put Marjorie Taylor Greene. J'ai regardé Johnson essayer de remettre Marjorie Taylor Greene à sa place à propos de l'imbroglio budgétaire. Il ne s'en est pas très bien sorti. Ce type mielleux, vous savez, ce sacré filou qui est notre président de la Chambre. Mais ils sont en colère contre ces gens du Parti républicain, mon parti, parce qu'ils commencent à voir clair dans leur jeu. Et les jeunes en particulier restent fidèles à eux-mêmes, comme Larry l'a dit, et comme cet homme vient de le montrer à travers les sondages. Et laissez-moi vous dire autre chose qui se passe. Je suis revenu sur certaines conversations que j'ai eues avec 2 rabbins à New York. L'un dirige une congrégation réformée, et l'autre est plus ou moins une congrégation orthodoxe. Au moment où je leur parlais à tous les deux, j'ai perçu une véritable scission au sein des congrégations, à mesure que je parlais et que je recevais des questions. Le rabbin réformé était très préoccupé par la direction que prenait Israël. Les orthodoxes disaient en quelque sorte, « Vous ne nous dites pas vraiment la vérité, vous nous mentez, parce que ce qui se passe, nous le voyons clairement, c'est qu'Israël triomphe. » Et ainsi de suite. Cela a complètement changé maintenant. Et il y a des gens qui me disent que la plus grande cause d'antisémitisme dans le monde en ce moment, ce qui nous terrifie, même aux États-Unis, où nous avons une population nombreuse et prospère, c'est Netanyahou. Ils sont inquiets, ils sont très préoccupés. Je pense donc qu'il est juste de dire qu'il y a une large majorité de Juifs américains qui n'aiment pas ce que fait Israël et n'aiment pas ce que cela leur fait, ni la manière dont cela affecte leur place dans ce pays très confortable. Et cela va renforcer l'élan qui nous pousse à nous éloigner d'Israël. Larry, penses-tu que les personnes qui ont quitté Israël pendant le conflit au Moyen-Orient pourraient d'une manière ou d'une autre influencer l'opinion publique? Parce que si elles quittent Israël, la population qui reste sur place, est-elle majoritairement favorable au gouvernement? Va-t-elle être principalement alignée sur les politiques de Netanyahou et de son administration? Ou bien allons-nous continuer à avoir la même situation qui, au fond, ne change pas vraiment la réalité d'Israël? Séparons Netanyahou de l'opinion publique concernant les Palestiniens. Netanyahou est, je pense, une figure assez impopulaire en général. Mais la majorité, l'immense majorité des Israéliens qui restent dans le pays sont des sionistes fervents et ne veulent pas coexister avec les Palestiniens. Ils ne croient pas en un État palestinien. Ils veulent exterminer les Palestiniens. Cela ne les dérange pas. Ils pensent, c'est bien, débarrassons-nous d'eux. Donc, vous savez, c'est pour cela que je dis, en revenant à ce dont nous parlions au début, à propos du plan de paix, qu'arrêter les combats à Gaza va simplement mettre fin temporairement à la famine du peuple palestinien qui s'y trouve, au meurtre de femmes et d'enfants. Je pense que ce ne sera qu'une accalmie temporaire. Mais en même temps que cela se produit, les Israéliens poursuivent leur offensive pour voler des terres aux Palestiniens. Ce sont leurs terres. Ils les attaquent, détruisent leurs oliveraies, et le reste du monde reste les bras croisés, sans rien dire. Alors, Israël va continuer à faire cela jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce groupe de Palestiniens se soulève et commence à attaquer. Et là, on entendra encore, « Oh, voyez, le Hamas, ce ne sont que des terroristes. » Vous savez, quand des gens se battent pour défendre leurs terres, c'est quelque chose dont, historiquement, nous, Américains, étions très fiers, tant que ce n'était pas nous qui volions des terres aux Indiens. Mais quand les Amérindiens se sont défendus, ah, là, c'était mal. Donc, vous savez, tout dépend toujours du point de vue de celui qui regarde. Colonel, quel est le rôle de Jared Kushner dans les négociations? Que se passe-t-il avec le plan de paix?
peace plan. Money. Oui, l'argent. C'est tout ce qui intéresse Jared Kushner, tout comme son père. D'ailleurs, l'un des rabbins dont je parlais, je ne citerai pas de nom ici, connaissait très bien son père. Il lui a un jour proposé, je crois, $100,000 pour influencer sa synagogue, et le rabbin a refusé l'argent. Puis il m'a expliqué pourquoi il ne l'avait pas accepté. Il connaissait très bien le père de Jared Kushner. Je pense que la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre avec Jared. Il s'intéresse à l'argent, l'argent, l'argent. Tout ce qui rapporte de l'argent, il est pour, et tout ce qui nuit à son argent, il est contre. Maintenant, sous un autre angle que Larry m'a en quelque sorte suggéré lorsqu'il répondait à votre question, je pense que nous voyons probablement 1,5 million de citoyens juifs de l'État d'Israël qui sont partis. Or, c'étaient les personnes qui avaient de l'argent. C'étaient celles qui, pourrait-on dire, formaient les hautes sphères de la citoyenneté israélienne, laquelle est largement inférieure, je pourrais presque dire immensément. C'est un si petit endroit, aux autres personnes vivant aujourd'hui en Israël, les autres 7 millions et demi qui sont palestiniens arabes, palestiniens chrétiens, ou un autre type d'Israéliens non juifs. Donc vous avez cette majorité qui se forme, mais elle est intimidée. Elle est intimidée. Même les membres de la Knesset issus de cette partie de la communauté sont intimidés. Ils savent que s'ils ouvrent la bouche à propos de quoi que ce soit, ils seront expulsés de la Knesset. Ou bien, une loi sera créée pour les en expulser. Il y a donc actuellement, au sein même d'Israël, une situation croissante qui montre qu'il y a de moins en moins de Juifs qui sont, disons, peut-être quelque peu sympathisants de la cause palestinienne, ou du moins, d'un point de vue humanitaire, n'aiment pas ce qui se passe, et c'est en partie la raison pour laquelle ils sont partis. Et puis il y a ceux qui sont partis simplement parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Et cela va s'accentuer, je pense, tant que la situation perdurera. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que cela va s'arrêter. Je ne pense pas que cela va s'arrêter parce que Netanyahou veut se débarrasser des Palestiniens. Point final. Cisjordanie, peu importe où, et il veut une partie du Liban, une partie de la Syrie, et Dieu seul sait ce qu'il veut d'autre. Donc cela va continuer jusqu'à ce qu'Israël ait vidé sa composante juive, jusqu'à ne plus compter que quelques Russes irréductibles et quelques autres, peut-être pas plus de 2 ou 3 millions. Et ma prophétie d'il y a de nombreuses années va se réaliser d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Ils vont disparaître. Ils vont certainement disparaître en tant qu'État juif. C'est donc une autre motivation, provocation, appelez cela comme vous voulez, pour Netanyahou d'élargir et d'intensifier cette guerre, et de la mener, vous savez, jusqu'à un point où elle aura un dénouement positif à ses yeux. Et je ne vois pas beaucoup de façons d'y parvenir, sauf en étendant la guerre à Iran et en y impliquant les États-Unis. Et Trump a en quelque sorte mis le holà à ce sujet d'une manière un peu étrange l'autre jour, lorsqu'il a suggéré que des troupes américaines allaient être impliquées. Il n'a pas seulement remercié l'armée pour sa participation aux discussions, pour ainsi dire, ce que j'ai interprété comme une tentative de regagner un peu de terrain auprès des militaires, terrain qu'il avait perdu à Quantico, et pas qu'un peu, mais je pense qu'il y a un volet militaire américain dans cet accord. C'est encore limité pour l'instant, d'après ce que j'entends, mais c'est bel et bien présent. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Qu'on va déployer des troupes au sol en Israël, à Gaza ou ailleurs? Est-ce simplement pour s'assurer que Netanyahou respecte le cessez-le-feu, ou est-ce quelque chose de plus sournois? Je n'en sais rien. Mais on dirait que de nouveaux éléments vont s'y ajouter dans les 30 à 45 prochains jours. Pourtant, je pense toujours que nous allons entrer en guerre avec l'Iran. Larry, as-tu vu ce que Matt Gaetz a dit à propos du lobby israélien aux États-Unis?
Il était invité sur l'un des podcasts où il a parlé du lobby israélien. Voici ce que Matt Gaetz a dit. Je ressentais une certaine rancune face au manque total d'appréciation pour la nuance. Par exemple, si tu posais la moindre question sur une décision du gouvernement israélien concernant les colonies, Gaza, peu importe, on te considérait comme quelqu'un qui s'écartait du discours officiel. Et ça, dans n'importe quel domaine politique, ça me mettait mal à l'aise. Puis j'ai vu comment fonctionnait l'AIPAC, et c'était étrange pour un avocat de province comme moi. Je me souviens de ma première réception de l'AIPAC. Ton collecteur de fonds te dit que tu dois y aller, ton chef de cabinet te dit que tu dois y aller, ton président de commission te dit que tu dois y aller. Tu arrives, tu portes ce badge avec ton nom, et je me souviens qu'il y avait un code QR dessus. Ce qu'on était censé faire, c'était aller parler au donateur, et s'il t'appréciait, il scannait ton code QR pour faire un don sur le champ. Tu imagines à quel point c'est démoralisant qu'on te dise que ton travail, pendant plusieurs heures, c'est d'aller bavarder avec des gens en espérant qu'ils te scannent comme une boîte de soupe tomate en sortant de la réunion. C'est une slittermavikisseling. D'accord. J'avais pas entendu ça, mais bon, je ne suis pas surpris. Comment pouvez-vous imaginer que ces gens placent un jour l'Amérique en premier? Je veux dire, écoutez, c'est là que réside le problème de Trump. Et peut-être qu'une partie de ce qui pousse Trump vers ce qui semble être un léger virage, mais je ne parierai pas sur sa permanence, c'est que son message « America First » était un élément majeur de sa base, la base MAGA. Et maintenant, ce qu'il constate, c'est que bon, l'Amérique passe au second plan derrière Israël. C'est Israël d'abord. Et ils disent « Non, 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 on ne veut pas de ça ». Vous savez, Tucker Carlson s'est exprimé très ouvertement à ce sujet, Steve Bannon aussi, Marjorie Taylor Greene également. Donc cela commence à se répandre au sein de la base. Et oui, il y a ces autres politiciens, comme Mike Johnson, achetés et payés par les Israéliens, qui vont résister à ce mouvement. Mais un changement profond est en cours aux États-Unis. Et je pense que appelons-les les sionistes réfléchis, reconnaissent que c'est un véritable danger pour leur capacité à contrôler le récit dans ce pays. Je pense que c'est tout à fait vrai. J'ai découvert quelque chose l'autre jour, un peu par hasard. J'ai participé à une interview sur On Point Boston. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas passé dans On Point Boston. J'ai reçu quelques courriels et même quelques appels téléphoniques par la suite. Ce n'est qu'anecdotique, mais je pense que c'est un reflet fidèle d'une situation générale. J'ai constaté que le public de NPR ne sait pas de quoi nous parlons tout le temps dans ces podcasts, que ce soit avec le juge Napolitano, DialogueWorks, Danny iPhone ou autres. Ils ne regardent pas ces choses-là, donc ils ont été stupéfaits par certaines des choses que j'ai dites dans son émission. Certaines vérités en ce qui me concerne, je les ai révélées dans son émission. Donc cela se produit maintenant aussi. Je pense que nous assistons à une sorte de pollinisation croisée entre ce qui est fondamentalement un public démocrate, Trump a raison à ce sujet, NPR, et un public plus éclectique, issu des médias alternatifs comme le vôtre. Et cela s'alimente mutuellement. Vous savez, ça va et ça vient, ça se croise. Je pense que nous allons voir émerger un mouvement encore plus important de personnes comme Marjorie Taylor Greene. Les statistiques que vous avez montrées, je crois qu'elles proviennent du projet Costs of War de l'Université Brown, l'un des principaux organismes d'analyse. L'argent qu'ils ont montré que nous avons dépensé au Yémen pour l'attaque contre l'Iran et pour Israël est désormais connu des contribuables américains. Oui, et ils commencent à comprendre ce que nous faisons. Et comme Larry l'a dit, c'est censé être pour rendre l'Amérique à nouveau grande.
C'est censé être axé sur le pays, pas seulement avec des troupes à Chicago et à Portland, dans l'Oregon, mais avec une attention particulière portée au peuple américain. C'est tout sauf cela. Tout cet argent qui part là-bas, tout cet argent qui va à l'Ukraine, cela commence à pénétrer la conscience de l'Américain moyen, qu'il soit républicain, démocrate ou indépendant. Larry, j'ai commencé ce podcast en te demandant si ce qui se passe au Venezuela est lié au conflit en Ukraine. À mon avis, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cette question mérite d'être examinée. Voici ce que Scott Bessent a dit à propos du conflit avec la Russie. Nous faisons beaucoup en ce qui concerne la Russie. Mais les véritables coupables ici sont la Chine et l'Inde lorsqu'il s'agit d'acheter du pétrole russe. Ce sont eux qui maintiennent la machine de guerre russe en marche. Nous avons imposé un tarif de 25% sur le pétrole russe provenant d'Inde et je pense que nous verrons bientôt un rééquilibrage où ils achèteront moins de pétrole russe et davantage de pétrole américain. Si nous faisions la même chose avec la Chine, je pense que la guerre se terminerait rapidement. Mais nous avons besoin que nos alliés de l'OTAN et européens se joignent à nous. Il s'agit de source et d'utilisation. La source de l'argent de la Russie, c'est ce pétrole, et la Chine en est le principal acheteur. L'une des principales raisons, Larry, c'est que le pétrole américain n'est pas abordable pour ces pays. Comment peuvent-ils le remplacer? Comment peuvent-ils le rendre abordable? Il pourrait venir du Venezuela. Il pourrait aller du Venezuela vers l'Europe, l'Inde ou la Chine. Dis-moi comment nous faisons, c'est une question fondamentale, peut-être que je suis simplement ignorant. Comment rendons le pétrole russe plus cher? C'est insensé. Alors voilà Besson, et je connais en fait quelqu'un qui est ami avec lui. Elle a toujours dit « Oh, c'est un type vraiment intelligent ». C'était l'un des plus grands exemples de stupidité que j'ai jamais vu. Premièrement, si tu réduis l'offre de pétrole en provenance de Russie, tu réduis l'offre mondiale. Même dans un cours d'économie de base, on t'apprend que si tu réduis l'offre de quelque chose, le prix augmente, pas l'inverse. Deuxièmement, l'Inde paie le pétrole russe en yuan chinois. Il n'utilise pas de dollars américains. Besson, réveille-toi bon sang. Ce n'est pas seulement à propos de ça, sans parler du fait qu'il se trompe complètement sur l'importance des exportations de pétrole russe pour leur économie. Les exportations de pétrole, toutes les exportations de pétrole, représentent environ 15% du produit intérieur brut de la Russie. Oui, c'est une part importante, mais ce n'est pas paralysant. Cela ne va pas arrêter la guerre. Et s'ils pensent que la Russie fait cela uniquement pour des raisons économiques, encore une fois, quel ignorant ce type. Franchement, ça me révolte de voir quelqu'un avec un tel niveau de responsabilité faire preuve d'une telle stupidité. Bon sang. Comprenez pourquoi la Russie se bat. Et si vous ne comprenez pas pourquoi la Russie se bat, alors vous sortez toutes ces absurdités. Oh, si la Chine et l'Inde arrêtaient simplement d'acheter leur pétrole, la guerre prendrait fin. Franchement, sortez la tête de ce trou profond et sombre où vous l'avez coincé. Je pense qu'ils sont payés pour ne pas comprendre la position de la Russie. Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Ils connaissent la position de la Russie, mais ils s'en moquent complètement. C'est pour moi ou pour le colonel? Colonel, reposez la question, s'il vous plaît. La question est que Larry a dit qu'ils ne comprennent pas. Je pense qu'ils comprennent très bien toute la situation avec la Russie. La Russie a été très claire sur son objectif principal en Ukraine et sur les causes profondes du conflit là-bas. Mais Besson se moque de ce que pense la Russie.
Eh bien, je pense qu'il y a une certaine part de vérité là-dedans. Mais je pense aussi que la propagande a été si forte, et c'est bien de la propagande, qu'elle a été très efficace en ce qui concerne la Russie, si bien qu'ils ne comprennent pas la réalité de la situation. Ils ne comprennent pas que Poutine ne s'intéresse qu'à une seule chose, et une seule en ce qui concerne l'Ukraine, sa propre sécurité, et que l'Ukraine et l'OTAN menacent cette sécurité. Bingo. Je lance l'opération militaire spéciale pour éliminer cette menace. Ils ne comprennent pas la simplicité de cela, parce qu'ils se sont tellement enfoncés dans la duplicité, consistant à faire croire le contraire, qu'ils finissent par croire à leurs propres absurdités. Et Kellogg en est l'exemple parfait. Exemple parfait. On ne pourrait pas trouver à Hollywood un acteur mieux taillé pour ce rôle. Orban affirme que Zelensky et son administration tentent de renverser son gouvernement en Hongrie. Zelensky est devenu si puissant qu'ils peuvent s'opposer à Orban et à son administration là-bas. Est-ce vraiment Zelensky ou est-ce le MI6? C'est le gouvernement britannique qui fait cela. Eh bien, au sein de l'élite de l'OTAN, on observe une panique croissante, car la campagne de la Russie s'accélère au lieu de ralentir. Même si la Rasputitsa, la saison des pluies, est maintenant arrivée, la pluie tombe, transformant les champs en boue et les rendant en partie impraticables. Les Russes intensifient leurs attaques. La nuit dernière, ils ont coupé l'électricité à Kiev. Je veux dire, tout le côté gauche de Kiev a été plongé dans le noir. Ils ont également frappé Kremenchuk et Zaporizhia. L'un avait une centrale thermique, l'autre une centrale hydroélectrique. La Russie les élimine. La Russie, maintenant, l'état-major, je suppose, a donné des ordres, va couper toutes les lumières, tout le courant en Ukraine. Et il n'y a absolument rien que l'Ukraine ou l'OTAN puissent faire pour empêcher cela. Voilà le premier point. La capacité de Zelensky à, vous savez, maintenir l'argent qui afflue vers l'Ukraine, cela aussi, c'est terminé. Donc c'est la panique. Et quand il dit des choses comme ça, et qu'il s'agite et se débatte comme une personne en train de se noyer dans l'océan glacé, eh bien, voilà ce que ça donne, ce genre de discours. En plus de cela, Nima Merz bénéficie d'environ 30% de soutien en Allemagne. Macron est à environ 20% en France. Et Starmer est en dessous des deux. Oui, ma phrase habituelle à ce sujet, c'est que si quelqu'un avait le choix, une opportunité, disons, « Hey, on va te proposer un entretien, tu peux déjeuner avec Merz, Macron et Starmer, ou bien subir une coloscopie », eh bien, il choisirait la coloscopie, d'accord? Aujourd'hui, je vais avoir une discussion avec vous. Nima ne rit pas, parce qu'il n'a pas encore passé de coloscopie. À l'ancienne aussi. Pour tous ceux de moins de 40 ans qui n'ont jamais passé de coloscopie, disons-le simplement, ce n'est pas agréable. Larry, aujourd'hui, je vais avoir une discussion entre Scott Ritter et John Helmer à propos des dernières rumeurs selon lesquelles Vladimir Poutine ne serait pas très ferme dans son langage envers l'Occident. Ses avertissements à l'Occident dans le cadre du conflit en Ukraine. Il s'agit essentiellement de l'utilisation des missiles Tomahawk, car beaucoup de gens craignent que ces missiles ne fassent monter la tension en Ukraine d'une manière qu'il serait impossible de renverser si cela se produisait. Quelle est ta compréhension de la stratégie de la Russie? Penses-tu qu'il s'agit simplement de la manière dont Vladimir Poutine s'exprime, ou que cela fait partie d'une stratégie globale de l'administration? Il semble savoir quoi dire. Quels sont les points essentiels à présenter à l'opinion publique? Quelle est ton opinion là-dessus? Poutine est le président,
Mais c'est pas lui qui prend les décisions militaires. Tu sais, cette tendance que nous avons en Occident. J'appelle cela le modèle hollywoodien. Parce qu'à Hollywood, quand on essaye de présenter une histoire, qu'on veut faire produire un projet, un film, on pose toujours deux questions. Qui est le héros et qui est le méchant? Il faut donc toujours un héros et un méchant. C'est toujours centré sur une seule personne. Il n'y a jamais de reconnaissance ni d'appréciation du système, de la structure organique impliquée dans la gestion d'un gouvernement. Ainsi, en ce qui concerne la Russie, ce qui a été fait en Ukraine suit un plan élaboré par l'état-major général. Nous en avons eu quelques preuves plus tôt cette année sur le blog, le Substack, tenu par Murat Karulin, l'un des principaux correspondants de guerre. Une autre personne écrit également sur ce Substack avec lui. En mars, et je rends hommage à Alexander Mercouris pour l'avoir souligné dans The Duran, cette personne écrivant sur le Substack de Murat a exposé ce que la Russie allait faire au cours des 6 mois suivants. Et comme par hasard, 6 mois plus tard, nous y voilà. Et c'est exactement ce que ce type avait décrit. Cela montre qu'il s'agit d'un plan élaboré par l'état-major général. Le rôle principal de Poutine est de gérer les relations avec les autres pays, pas d'entraîner la Russie dans une guerre ouverte, si cela peut être évité. Mais comme dans le cas de l'Ukraine, la Russie n'avait pas le choix à cause des actions de l'OTAN envers l'Ukraine. Donc cette idée selon laquelle, vous savez, oh, Poutine est en difficulté parce qu'il n'est pas assez dur en public ou pas assez hostile envers les États-Unis, ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Il vient tout juste, encore une fois, dans les 6 ou 7 dernières heures, à cette conférence à laquelle il participe avec les anciens États soviétiques. Vous savez, tous les Stan, la conférence des Stan. Il a réaffirmé, écoutez, notre système de défense aérienne est tout à fait capable de faire face à cette menace. Nous avons clairement indiqué aux États-Unis que s'ils font cela, cela changera notre relation, et pas de manière positive. Il a aussi dit quelque chose de vraiment intéressant. Il poursuit. Oui, nous avons une nouvelle arme. Nous ne l'avons pas encore annoncée. Elle est encore en phase de test, mais elle fonctionne. Et là, je me dis, waouh, parle-t-on d'une sorte d'arme à énergie dirigée, peut-être? Mais Poutine, il n'est pas contrarié, pas du tout. Comparez son attitude, sa manière de se tenir à celle de Zelensky. Zelensky est paniqué. Zelensky ressemble à un rat acculé, nerveux et agité. Poutine, lui, est resté plutôt détendu. Donc cette idée selon laquelle, vous savez, ils en ont pas assez de Medvedev comme exemple. C'est tout simplement absurde. Je pense que Poutine agit de manière responsable, comme un dirigeant devrait le faire, mais ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'un culte de la personnalité autour de lui. C'est un système très collégial. Vous savez, quand il nomme Belousov ministre de la Défense, allez, fais avancer les choses et remets de l'ordre. Il s'en remet à Gerasimov pour les affaires militaires. Et retenez bien ce que je dis. Ils ont clairement indiqué qu'ils allaient prendre Odessa, qu'ils allaient prendre la Transnistrie et qu'ils finiraient par contrôler toutes les terres à l'est du Dniepr. Et cela d'ici la fin de l'année prochaine. Oh. Carl. Oh, colonel, votre commentaire à ce sujet, sur Odessa Nikolaev. Absolument, c'est une bombe. It's the bombshell. I want to own the whole coastline of the North Sea too. Je veux posséder toute la côte de la mer du Nord ou de la mer Noire, la côte Nord. Et laissez-moi simplement faire un commentaire général sur ce que Larry vient de dire, à savoir bingo. Nous avions cet accord pendant la guerre froide. Il existait 2 écoles de pensée. Nous les appelions les soviétologues. L'une était l'école du conflit et l'autre l'école totalitaire. L'école totalitaire croyait que ce que Larry minimisait là n'en demeurait pas moins la vérité.
qu'un seul homme faisait tout. Nous n'avons jamais vraiment eu cela en Union soviétique, sauf peut-être que nous nous en sommes approchés avec Staline. Mais depuis Staline et le discours secret de Khrouchtchev, même à cette époque, ce n'était pas un gouvernement totalement totalitaire. Il fallait composer avec plusieurs personnes, voire beaucoup de personnes. Et c'est très similaire en Russie aujourd'hui. Nous avons cette conception des autocraties, ou des gouvernements de type autocratique, Xi Jinping en est un bon exemple, voire Modi, comme étant centrés sur le type Clint Eastwood, vous savez, le héros, ou dans notre cas, le personnage infâme qui dirige tout. C'est des foutaises absolues. Et quand on interprète un processus de prise de décision selon ce modèle, on se trompe le plus souvent. Mam. Oui, en fait, à ce sujet, j'encourage les gens à regarder ton entretien avec Pepe. J'ai fait une interview avec lui qui est publiée sur Countercurrents. Ce qui est pertinent, c'est que lorsqu'il a traversé la Chine le long de la route de la soie d'est en ouest, environ 5000 kilomètres. Larry, tu parles de ta chaîne YouTube. Eh bien, je parle de ma chaîne YouTube, mais je parle aussi de ta chaîne. Oui, Countercurrents est ma chaîne YouTube. Vas-y. Ce qu'il a rapporté, c'est la richesse de la Chine, la modernité de la Chine, le fait que la prospérité s'est répandue. Elle n'est pas concentrée entre les mains d'un petit groupe de communistes. Ces communistes ont amélioré la vie du peuple chinois à travers tout le pays, sur l'immense étendue de ce territoire. Et pour la première fois dans l'histoire de la Chine. Oui. Donc pour revenir à la Russie, même avec Staline, tu sais, quand on se battait pour Stalingrad, il écoutait Zhukov. En fait, une partie de l'état-major à cette époque n'était pas d'accord avec lui. Et ce n'était pas le genre de dictateur qui décidait de tout. Il a fini par s'en remettre, intelligemment, aux militaires. Il avait presque coulé l'Union soviétique en tuant et en emprisonnant un certain nombre de généraux pendant les purges de 1938. Mais il a eu au moins l'intelligence de reconnaître « D'accord, j'ai fait une erreur ». Et il a rappelé certains de ces mêmes généraux. Ils se sont distingués dans leurs fonctions en défendant la patrie. Donc oui, ce qui se passe en ce moment, c'est cette tendance à tout personnaliser à l'excès. Poutine fait ceci et Poutine fait cela. Poutine est le visage symbolique de la Russie. Et franchement, je ne vois pas de dirigeant dans l'histoire qui ait joué un rôle aussi déterminant dans la transformation d'un pays, tout en le faisant d'une manière où il n'est pas au centre de l'attention. Ce n'était pas un projet d'ego pour Poutine, car ce que nous avons vu, c'est que Poutine a vraiment fait de tout cela une question d'amélioration de la vie du peuple russe. Donc, c'est juste en Occident, nous sommes des idiots. Je veux dire, admettons-le. Vous savez, nous pensons en termes de sitcom comique d'une demi-heure ou de drame télévisé, et nous n'aimons pas vraiment réfléchir aux nuances de ce que nous observons. Ainsi, même aujourd'hui, Poutine déclare qu'il a dit certaines choses positives à propos de Trump. C'est en fait un contraste assez marqué avec ce que le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, disait lundi dans un discours à la Douma, où il se montrait très critique, affirmant « nous ne faisons aucun progrès depuis l'Alaska en ce qui concerne l'amélioration des relations diplomatiques. » Donc, Poutine essaie encore de garder la porte ouverte, pas de la claquer, mais il reste déterminé à défendre les droits de la Russie. Si l'on étudie en profondeur Clausewitz, et je le choisis simplement parce que je le connais mieux que l'Allemagne ou certains autres théoriciens de la guerre, si l'on examine vraiment ses propos dans différentes parties de la guerre, à propos du prince, du chef, de la personne qui fait toute la différence dans le monde, bien sûr,
Pour Clausewitz, l'idéal était Napoléon, à la fois prince et guerrier réunis en un seul individu. Ainsi, il n'est pas nécessaire de communiquer, ce qui pose parfois problème, entre le dirigeant politique et le chef militaire. Ce qu'il décrit en termes de personnalité, de compétences et de génie, et ainsi de suite, se trouve aujourd'hui incarné en Poutine. La manière dont le prince doit agir et la manière dont l'armée sous ce prince doit agir. Et cela doit être une chose terrible à réaliser, même intuitivement, à comprendre d'un éclair. Quand on est Donald Trump ou tout autre dirigeant sur la scène mondiale aujourd'hui, car il leur est supérieur à tous. Larry, avant de conclure cette session, voici ce que Poutine a dit à propos du traité START nucléaire. Il a déclaré que la Russie maintient le contact avec les États-Unis au sujet du traité. S'il y a de la bonne volonté, ils l'étendront. Mais il admet que sa prolongation n'est pas cruciale pour la Russie. Si ce n'est pas important pour les Américains, ça ne l'est pas pour nous. Et tu sais, il souhaite aussi le prolonger. Mais je ne vois pas cela venir des États-Unis. Je ne pense pas que ce soit une priorité pour Donald Trump ou son administration. Non, ce n'est pas une priorité. La bonne nouvelle, c'est que l'autre jour, lorsque le sujet a été abordé, Caroline Leavitt a réagi positivement. Trump, vous savez, a lui aussi réagi plutôt positivement. Mais il est indéniable que Trump s'est retiré du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en quoi? 2018 ou 2019. Et, vous savez, cela a ouvert la voie au déploiement par la Russie du missile avant-garde, entre autres choses. La réalité que les États-Unis ne parviennent pas à saisir, c'est que nous sommes très en retard sur la Russie, sur des fronts militaires essentiels. Nous sommes en retard en ce qui concerne le programme spatial, cela ne fait aucun doute. Nous sommes très en retard, de plusieurs générations. Pour citer Andrei Martyanov, avec les missiles avant-garde, avec les missiles hypersoniques, l'avant-garde n'en étant qu'un exemple. Les États-Unis ne disposent d'aucun missile hypersonique déployé et opérationnel. Pas un seul. Alors que la Russie en a au moins 4 variantes. Et quoi que Poutine dise qu'ils sont en train de développer maintenant, ils sont prêts à l'annoncer. Ce n'est qu'une question de timing. En termes de compétences réelles de l'armée sur le terrain, les Russes combattent une force par procuration de l'OTAN depuis, 3 ans et demi, et ils l'emportent. Pendant ce temps, les États-Unis ont combattu en Afghanistan pendant plus de 20 ans, et nous n'avons pas pu en venir à bout. Vous savez, nous n'avons pas pu arrêter les Houthis, pour prendre un exemple plus récent. Donc vous voyez, cette absurdité selon laquelle les États-Unis auraient la plus grande, la meilleure armée du monde, c'est de la pure illusion. Mais vous savez, la réalité va nous réveiller. Et je pense que l'électrochoc viendra d'abord sur le plan économique, puis cela se répercutera et affaiblira le volet militaire. Lina Ength. J'ajouterais simplement délirant et dangereux. Oui. Si vous avez vu le reportage d'hier soir et de ce matin sur les nouveaux champs solaires au Tibet que les Chinois ont construits en altitude, où ils sont 10 fois plus efficaces, et les installations qu'ils ont là-bas, et si vous savez un peu ce que la Chine fait en matière de crise climatique et d'énergie régénérative et sûre, ils sont tellement en avance sur nous que c'en est pitoyable. C'est absolument pitoyable à quel point nous sommes à la traîne. Ils restent peut-être les premiers pollueurs, mais ils prennent des mesures si positives à une échelle si rapide et massive qu'ils nous dépasseront de façon colossale d'ici la prochaine décennie. J'ai remarqué qu'Elon Musk, ou quelqu'un de Tesla, a annoncé qu'il venait d'installer 2000 bornes de recharge supplémentaires. La Chine en a 1 million. Nous en avons 17 000. Oui. En fait, Pepe a mentionné cela, Larry, pendant la conversation que j'ai eue avec lui. Ouais.
C'est incroyable de voir à quel point la Chine se développe tout en ignorant toutes ces guerres sans fin dont nous ne cessons de parler. Ces guerres sans fin, jour après jour. Et comme Larry le disait, le citoyen chinois moyen peut désormais prendre un train à grande vitesse, magnifiquement équipé et confortable, et se rendre où il veut en Chine, puis revenir dans un délai raisonnable. C'est un pays incroyablement prospère. Oui, quand on regarde comment ce pays a changé en 30 ans, et 30 ans, ce n'est pas si long, c'est une transformation incroyable. Pendant ce temps, nous restons ici aux États-Unis, convaincus d'être les meilleurs, alors que nos infrastructures s'effondrent. Notre tissu politique se déchire et les fondations mêmes de notre société, notamment en matière d'éducation, s'érodent. Ce que je trouve intéressant, et cela ouvre tout un autre sujet qui pourrait nous emmener dans une direction différente, c'est que nous avons toujours insisté, en Occident, sur le fait que la religion est très importante pour le développement de la société. Eh bien, cela n'explique pas la Chine. Vous savez, la Chine n'avait pas de religion centrale. Tu sais, j'ai aussi demandé à Pepe à ce sujet, et il a dit que c'était une combinaison de méritocratie. Il voulait les meilleurs. Il fallait faire ses preuves. Et puis le parti communiste tel qu'il existe dans sa variante chinoise, s'est révélé être assez axé sur les résultats. Ils n'ont pas simplement enrichi la classe dirigeante comme nous le faisons ici aux États-Unis. Il s'agissait d'enrichir toute la société et de reconnaître que c'était en fait une chose intelligente à faire. Tu sais, c'est en quelque sorte révolutionnaire. Si cela devient le visage du communisme, ce sera une force très puissante et séduisante à travers le monde. Et il y aura des gens qui rejetteront la démocratie, parce que tout ce que la démocratie semble produire, c'est de la corruption et du chaos. Oui, et pour ajouter à cela, mon premier voyage a eu lieu en 1984, le deuxième en 2001 et le troisième en 2009. Les changements entre 1984 et 2001 étaient stupéfiants, mais ceux entre 2001 et 2009 étaient incroyables. Et j'imagine que si j'y retournais aujourd'hui, parce que j'essaye de me tenir informé sur des endroits comme Shanghai et d'autres en lisant à leur sujet, c'est une société incroyablement prospère, probablement la plus réussie au monde. Il y a certaines évolutions là-bas qui sont peut-être un peu inquiétantes, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'IA et de la reconnaissance faciale. Vous savez, ils savent qui vous êtes dès que vous respirez près d'eux. Des choses de ce genre. Mais quand on a 1,5 milliard d'habitants, on veut maintenir l'ordre. On veut que la société fonctionne et progresse. C'est probablement en partie pour cela. Et je suis d'accord avec Larry pour dire que la démocratie libérale n'est peut-être pas la meilleure façon d'y parvenir. Je ne sais pas quelle est la meilleure, mais ce n'est peut-être pas ce que nous appelons la démocratie libérale, ni ce que nous avons exporté et instrumentalisé depuis les 25 ou 30 dernières années. Ce qu'ils ont accompli est incroyable, et leur potentiel l'est tout autant, surtout en lien avec le reste du monde. On entend souvent dire que l'initiative des nouvelles routes de la soie est vraiment entachée, parce qu'elle mène dans les pays où elle opère des actions qui profitent à la Chine, pas aux pays hôtes. Ce n'est pas ce que je vois ni ce que j'entends. Il y a certes quelques problèmes, oui, mais ce qui se passe dans ces régions, quand on traverse l'Asie centrale, Samarcande, Dushanbe, Tachkent, on peut en constater les effets. Et cette idée qu'a Erdogan, selon laquelle il va inverser la tendance et faire circuler les choses dans l'autre sens. Bonne chance, Monsieur Erdogan, car vous allez vous heurter à un mastodonte lancé droit sur vous. Oui, exactement. Merci beaucoup, Colonel et Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours.
C'était encore mieux avec la superbe chemise du colonel Wilkerson. Oui, exactement. Il remporte le prix de la chemise aujourd'hui, je crois. Oui, il gagne. Très bien, messieurs. À plus tard. À bientôt. Take care. D'accord, prends soin de toi.